Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui pas mal de news et en plus de news très récentes. Alors juste avant on va remercier les correspondants, on va remercier Julie Dupont, on va remercier Ben Henry, on va remercier Anthony, on va remercier aussi Galabru puisque pour l'instant on constitue lien par lien et article par article un dossier. Ça va être un dossier spécial puisque Galabru est en train en fait de compiler toute une série de liens, d'articles concernant certaines ambiguïtés relatives justement à ce qui se passe aux États-Unis. On en reparlera un petit peu plus tard. Bien sûr dans une autre émission qui sera vraiment consacrée à ça. Ça sera vraiment une émission spéciale. Voilà, donc là on va passer par l'UAP News et je voulais justement revenir sur l'article de Douglas Dean Johnson. Je vous l'avais déjà présenté dans une news qui en fait propose le guide pratique des dispositions liées à l'UAP actuellement à l'étude au Congrès. Alors je voulais justement en parler parce que il y avait pas mal de soucis, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont confondu beaucoup de choses. Et justement, ce guide-là, je vous recommande d'aller sur le guide. On mettra bien sûr le lien sous cette vidéo. Et donc, il est important parce que ce guide va vous guider au travers de toutes les dispositions relatives aux phénomènes aériens non conventionnels, aux phénomènes anormaux non identifiés. Et par rapport à tout ce qui se passe, et c'est mis à jour à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a toutes les dispositions, date par date, article par article, etc., etc. Et il faut absolument s'y intéresser. Alors pourquoi en fait je reviens à cet article? Pourquoi? Parce que sur Twitter, il s'est aperçu de quelque chose, et il a bien raison d'ailleurs, puisque il est bien placé d'ailleurs dans ses recherches pour cela. Donc, il avait noté sur Twitter la loi sur l'autorisation de la défense nationale NDA pour l'année fiscale 2024 et le moyen actuel pour une éventuelle promulgation des nouvelles dispositions majeures liées aux phénomènes anormaux non identifiés. Cependant, contrairement aux publications récentes de plusieurs grands nombres de comptes Twitter, qui en fait présente la Chambre des représentants des États-Unis. Il préfère en fait prévenir tout simplement que à ses comptes Twitter que la Chambre des États-Unis, la Chambre des représentants des États-Unis n'examinera pas la NDAA, c'est-à-dire cette fameuse loi, cette semaine. Elle devrait plutôt être examinée prochainement dans une loi entièrement différente. Le département de la Défense d'appropriation acte qui ne contient aucune disposition relative à l'UAP ni aucun texte relatif à l'UAP, amendement lié à l'UAP sur la liste qui sera examinée. Donc c'est-à-dire que là, ce qui est en train d'être examiné n'a strictement rien à voir avec les phénomènes aériens non conventionnels. C'est-à-dire, c'est simple. Il n'y a pas véritablement, pour l'instant, là, de session spécifique à ça. Parce que beaucoup ont confondu en fait une disposition là qui était relative à autre chose au département de la Défense et ils ont confondu avec justement la NDA. Alors là, il marque bien les commentateurs qui confondent ces deux projets de loi différents sèment ainsi davantage de confusion sur le statut réel des mesures liées aux phénomènes anormaux non identifiés, actuellement examinés au Congrès. Effectivement, beaucoup ont cru que ça allait effectivement être débattu en termes de projet de loi et cette semaine, etc. Or, c'était vraiment autre chose ou totalement différent. Donc la NDAA est mûre pour un comité de conférence, c'est ce qu'il note, mais cela prendra probablement plusieurs semaines, bien que des discussions préalables à la conférence soient déjà en cours. Il le signale bien. La Chambre n'agira à nouveau sur la NDAA qu'après que le prochain comité de la conférence aura élaboré une version finale du projet de loi, qui peut ou non contenir tout ou en partie des dispositions liées à l'UAP, qui ont été approuvés par le Sénat américain le 27 juillet 2023. Pour un résumé des dispositions liées à l'UAP qui seront examinées par le comité de la conférence et des étapes législatives impliquées avant la promulgation de la NDAA, plus une brève discussion sur la distinction entre les projets de loi d'autorisation et les projets des lois des crédits, voire mon guide rapide pour dispositions liées à l'UAP actuellement à l'étude au Congrès. Donc, je vous conseille d'aller sur ce site-là, Mirador, signé Douglas Dean Johnson.
Vous prenez ce guide, vous vous renseignez avec ce guide, ça vous permettra en fait de ne pas aller trop vite et surtout de ne pas tomber dans les allégations que beaucoup font sur les comptes Twitter, etc., en disant oui, mais ça sera étudié cette semaine, on en saura plus, c'est tout, etc. Non, il faudra du temps, plusieurs semaines. Je pense que même, je pense que j'avais prédit déjà dans une vidéo que ça serait plutôt pour la fin de l'année. Donc on verra ça tout de suite. Voilà. On va continuer cette UAP News avec bien sûr une autre info et vous allez voir, c'est assez intéressant et justement ça fait débat et il faut que ça fasse débat parce que justement ces données sont liées justement en matière de société, en matière de croyances, etc. Ces données sont liées. Alors il s'agit en fait d'un article qui est tout à fait intéressant. Donc c'est un article de Détroit catholique. Alors c'est Alien, Démon ou Psy-Ops. Les catholiques étudient et débattent les allégations d'OVNI. Alors en aparté, par rapport à ça, ce que je voulais dire, c'est que l'Église, si vous voulez, l'Église s'intéresse au phénomène depuis déjà très longtemps. Alors, j'en avais parlé en 2012-2011, j'en avais parlé dans une radio. Alors, vous pouvez d'ailleurs écouter cette intervention sur YouTube, puisque je suis passé en fait à une certaine période sur Radio Chrétienne de France, RCF. Et je parlais justement à l'époque de Monseigneur Balducci, qui était chargé, si vous voulez, d'éthique, etc., et s'intéressait en même temps à la probabilité de vie dans l'univers. Voilà. Et là, c'est intéressant parce qu'on revient en ce moment, on revient en fait sur un débat aussi où l'Église, si vous voulez, a aussi, si vous voulez, son mot à dire concernant cet aspect des phénomènes anormaux non identifiés, parce que comme on le sait actuellement, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, il y a aussi quelque part, il y a des questions ontologiques, des questions sociologiques, des questions philosophiques, mais aussi des questions religieuses. Donc il faut absolument, en fait, si vous voulez, il faut absolument que le monde des religions s'intéresse à ça, parce qu'on ne sait pas, si vous voulez, à quoi on a affaire. Donc ça concerne en fait l'ensemble de ce qui structure les sociétés en termes de croyances, en termes sociologiques, ce que je disais, en philosophique, ontologique, etc. Et donc c'est un article tout à fait intéressant. Alors c'est lorsque l'ancien responsable du renseignement, donc on va dire l'article, David Grush a témoigné devant le Congrès en juillet pour le gouvernement américain, comme quoi le gouvernement américain avait récupéré des ovnis écrasés et tenté secrètement de procéder à une ingénierie inverse en technologie extraterrestre. Certains catholiques étaient déjà prêts à débattre de la compatibilité des renseignements extraterrestres et la doctrine de l'Église. Ben oui, l'Église, alors c'est pas que l'Église s'empare du sujet, hein, c'est que l'Église en fait a son mot à dire en fait quelque part, hein, comme d'ailleurs toutes les instances religieuses, hein, qu'elles soient des instances liées à l'islam, liées au judaïsme ou à la philosophie bouddhiste. Ils ont tous quelque chose à dire. Hein. S'il y a une annonce ou s'il y a une découverte, par exemple, des organismes scientifiques sur une probable signature, si vous voulez, non humaine de ces faits, il faut absolument que l'Église, enfin les grandes communautés religieuses puissent en débattre, hein, ce qui paraît logique. Donc en effet, le débat de l'intelligence non humaine est aussi vieux que le christianisme, selon le directeur de l'Observatoire spatial du Vatican. D'ailleurs, c'est ce que pensait aussi Monseigneur Balducci. Qu'il s'agisse des anges de la Bible ou de ces créatures folles de la mythologie grecque, a déclaré le frère jésuite Guy Consolmagno au catholique News Service en juin. Et il n'y a rien de nouveau à cela. Ben non, l'Église a toujours eu une certaine ouverture, hein. Mais les affirmations sur les ovnis, maintenant souvent appelés PAN ou phénomènes aériens non identifiés, et leurs mystérieux pilotes, sont plus spécifiques que les spéculations sur la vie microbienne ou autre dans une galaxie lointaine. En effet, il y avait en fait beaucoup de questions dans les années 2010 de l'Église sur la question. Il y avait beaucoup de questions qui étaient posées au sein du Vatican, mais c'était à l'origine sur les premières en fait découvertes d'exoplanètes, c'est-à-dire probable vie dans l'univers.
Et donc, découverte d'exoplanètes veut dire peut-être planète habitable. Planète habitable veut dire peut-être vie extraterrestre, qu'elle soit biologique, microbienne, etc. Donc, il fallait, en fait, il y avait des discussions au sein du Vatican, et c'était assez soutenu, hein, entre 2010 et on va dire 2020, c'était assez soutenu. Et puis après, ça s'est un petit peu calmé. Et là, c'est revenu sur le devant de la scène au sein de l'Église catholique, ce qui est entièrement normal, hein, voilà. Donc, on va relire l'article et vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, alors, et leurs mystérieux pilotes donc, sont plus spécifiques que les spéculations donc, sur la vie microbienne, c'est ce qu'on disait, dans une galaxie lointaine. Et il est tout à fait naturel que des révélations, comme celle affirmée par Grosch, soient ressenties dans un registre religieux, a précisé Brenda Densler, auteur de Lore of the Age, qui explore l'impact possible des ovnis sur la croyance religieuse. Densler a déclaré que la vie extraterrestre, confirmée, nécessiterait un changement, un déplacement dans certaines théologies chrétiennes, un élargissement de perspective. Alors effectivement, ça c'est du point de vue chrétien, mais après on peut se poser aussi du point de vue d'islam, puisque le point de vue d'islam, il y a une problématique vis-à-vis en fait de la perception de ce phénomène, qui est vue en fait quelque part par une croyance au djinn, djinn, c'est-à-dire les entités un peu maléfiques, voilà, un peu malveillantes, on va dire, ou moyennement malveillantes, donc en islam. Et donc c'est-à-dire que le phénomène ne peut pas être un phénomène créé dans cette religion-là, l'islam, par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a fait l'homme à son image, etc. C'est unique, c'est l'omniscient, s'ils appellent l'omniscient, il a créé un homme unique. Il n'y a pas de reproduction de cet homme unique. Alors que l'Église catholique, c'est différent. Il y a une autre approche totalement différente sur la question. Elle a toujours d'ailleurs été différente. Donc, il considère que la question de l'expiation du Christ est-elle pour les êtres sensibles à travers l'univers ? Est-ce seulement pour les humains pécheurs sur Terre où la chute s'est produite ? Densler a déclaré au CNS, il y a toutes sortes de conneries théologiques qui devraient être soulevées et réglées à nouveau. Alors effectivement, c'est assez direct, c'est assez trivial, mais effectivement, il faudrait un sens comme d'un autre. Est-ce que les religions sont capables de se remettre en question ? Alors là, c'est une question plutôt, c'est une question théologique, c'est une question aussi philosophique. Est-ce qu'ils sont capables de se remettre en question sur ça ? Là, j'ai du mal à le croire. Alors l'Église, je pense que l'Église est capable de se remettre en question. Elle s'est remise en question d'ailleurs plusieurs fois pendant des centaines d'années, donc elle s'est remise à chaque fois en question, donc je pense qu'elle sera, du moins du côté des catholiques, qui seront capables de se remettre en question. Paul Thigpen, auteur du livre de 2022 L'intelligence extraterrestre et la foi catholique, a discuté des ovnis dans des podcasts qui ont enregistré plus de 100 000 écoutes. Il a soutenu que les affirmations de Grosch étaient crédibles, malgré les démentis des responsables du Pentagone. Thigpen a déclaré à CNS « Je crois que ce qu'il a rapporté est essentiellement vrai ». En fait, lui, ça ne le dérange pas. Thigpen a déclaré qu'il avait écrit son livre comme une mesure préventive pour assurer les catholiques qui pourraient être perturbés, non seulement par une potentielle découverte de la vie de planètes lointaines, mais aussi par les lanceurs d'alerte sur les ovnis qui affirment qu'une vie très avancée est déjà en train de visiter la nôtre. Je voulais pouvoir publier un livre pour les gens qui entendront, si cela se produit, cela contredit votre foi, cela réfute votre foi, a-t-il déclaré. Donc en fait, il voulait en fait rassurer les gens, c'est-à-dire dans le sens où qui entendent que cela contredit la foi ou réfute la foi, n'est pas la question. Voilà. Donc quelque part, c'est une sorte de mise en garde en disant, bah non, c'est tout à fait compatible. Donc le livre de Thigpen rassemble des déclarations d'éminents catholiques à travers l'histoire, depuis le père de l'Église jusqu'à Saint Jean-Paul II, qui ont déclaré que Dieu aurait pu créer une vie intelligente ailleurs dans l'univers. Alors c'est vrai que Jean-Paul II l'avait déclaré, et je m'en souviens très très bien. Le livre comprend une annexe sur les ovnis. Bah oui, l'Église catholique, voilà, selon en fait les catholiques, l'univers a été créé, voilà, par Dieu, etc. Bon, il aurait pu très bien reproduire à d'autres personnes, probablement, d'autres entités, on va dire. Alors peut-être pas obligatoirement à son image. Il cite par exemple Saint Padre Pio, disant que d'autres planètes, il existe d'autres êtres qui n'ont pas péché et ne sont pas tombés comme nous. Ah,
D'accord. Alors ça, on ne peut pas le savoir. D'autres catholiques vont plus loin, affirmant que les rapports d'OVNI et les histoires miraculeuses de saints renforcent la croyance dans le domaine surnaturel. Alors, il y a aussi un aspect très intéressant du phénomène OVNI. Bon, c'est pas le débat, puisque là, on fait une information, mais ce sont les apparitions mariales. Alors, les apparitions mariales, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Peut-être un jour, on fera en fait les phénomènes. Alors, je sais qu'il y a une vidéo qu'on on fera les phénomènes connexes. On s'approchera des phénomènes connexes, enfin différents phénomènes connexes. On fera une espèce de dossier parlant un peu de tout, en fait, de tous ces phénomènes connexes. Et il y a un phénomène, c'est des apparitions mariales, des apparitions qui sont vues en fait comme quelque chose, comme une apparition, on va dire, d'une entité, voilà, de la foi, venant de la foi, un ange, la Vierge, quelque chose comme ça. Et les apparitions mariales sont souvent, pour certains ufologues, sont en fait tout simplement une interprétation de la foi au travers de cette apparition, et il s'agit en fin de compte tout simplement d'un simple ovni. Mais effectivement, c'est tellement incroyable pour des croyants qui sont vraiment très, très ancrés. Vous avez dans certains pays, alors, en particulier dans les pays latins, vous avez une très forte croyance, vraiment très forte croyance en Amérique latine, etc. Comme les apparitions mariales qu'il y a eu au Portugal. Donc, il y a une très forte croyance, on est très attaché. Donc, il suffit d'un phénomène de masse, d'une observation de masse, d'une manifestation de masse, d'un phénomène aérien non conventionnel, pour que ça soit interprété par une forme de, par la croyance en fait, tout simplement, à laquelle on est attaché. Donc c'est intéressant. Là justement il en parle. Donc Diana Walsh Pascula, professeure des religions à l'université de Caroline du Nord à Wilmington, a expliqué que ses recherches sont passées des apparitions mariales et des visions extatiques de saints aux ovnis, parce qu'elle a découvert des similitudes frappantes entre les deux phénomènes. En fait, effectivement, elle l'a soulevé, et il y a d'autres chercheurs, des ufologues, etc., qui l'ont soulevé aussi. D'ailleurs, Jacques Vallée, je crois aussi, en avait parlé. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Je pense qu'il y a plutôt une interprétation qu'un lien, mais effectivement, on peut les apparitions mariales, on peut les qualifier effectivement de phénomènes de masse. Pasulka donc a cité des exemples de religieuses qui voyaient des orbes entrer dans leurs cellules et les comprenaient comme des âmes visiteuses de purgatoire, des observations de maisons volantes et d'autres phénomènes aériens de l'histoire de l'Église. Les modèles étaient exacts, a déclaré Pasulka. Alors j'y ai jeté un coup d'œil. Pasulka a gagné en notoriété dans le cercle des ovnis suite à la publication de son livre American Cosmic, qui dresse le profil d'un ingénieur de la NASA qui, selon elle, est lié au prétendu programme d'ingénierie inverse. Tyler, comme on l'appelle dans le livre, l'a rejoint à Rome pour enquêter sur les récits d'apparitions dans les archives du Vatican et devint ainsi catholique. Tyler disposait d'autant de données que lui sur les événements réels de l'engin, a déclaré Pasulka. Puis, il est allé au Vatican et a été exposé à ce qu'il y trouve. Maintenant, il s'est converti au catholicisme. Il a changé sa vision de ce qu'est le phénomène, a-t-il déclaré. Cela en dit plus que tout là. C'est une traduction, Google. Donc, un autre catholique qui prétend avoir vu des parties d'OVNI est Harold Puthoff, un scientifique formé à l'université de Stanford qui a étudié la technologie paranormale pour la CIA pendant la Seconde Guerre mondiale. On reviendra au personnage Puthoff parce qu'on a des éléments concernant le personnage, mais c'est autre chose. Nous parlons d'êtres physiques réels et d'artisanat, donc de fabrication. Puthoff, qui fréquente l'église catholique St. John Newman à Austin, Texas, a déclaré que ses confrères paroissiens lui demandaient s'il disposait d'informations privilégiées sur les ovnis. Beaucoup de mes amis catholiques de notre église locale ont investi dans la Tooth the Star Academy parce qu'ils ont vu que j'en faisais partie, a-t-il déclaré, faisant référence à une entreprise qu'il a confondée en 2017 pour promouvoir la recherche aérospatiale. On en avait déjà parlé, y compris la recherche sur les ovnis. Le 25 septembre, le site d'information publique a rapporté que depuis le témoignage de Grosh au Congrès, 30 à 50 employés et sous-traitants du gouvernement supplémentaires ont témoigné devant la Hall Anomaly Resolution Office, donc la HARO, le bureau du ministère de la Défense qui gère les réclamations liées aux ovnis. De telles affirmations, lorsqu'elles émettent des dizaines de scientifiques et de responsables de services de renseignement par ailleurs respectés, laissent de nombreux catholiques perplexes. C'est délicat.
lorsque des personnes très intelligentes et instruites racontent des histoires auxquelles ne croient généralement pas les personnes hautement intelligentes et instruites. Bon, effectivement, hein, il y a toujours, en fait, parmi la sphère, alors c'est la sphère des scientifiques, mais parmi les personnes en fait hautement instruites, il n'y a pas de croyance en fait à ce phénomène. Alors c'est vrai que c'est en train de changer, hein, ça a quand même bien évolué parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus de personnes qui ont des très hautes responsabilités croient au phénomène et puis s'intéressent au phénomène et désirent qu'on s'y intéresse hein, publiquement. Donc voilà, a déclaré donc Joshua Ambrosius, spécialiste des sciences sociales à l'université de Dayton. C'est difficile à expliquer. L'intérêt des catholiques pour les ovnis s'aligne avec les observations plus larges d'Ambrosius sur leur couverture à l'exploration spatiale. Après avoir analysé les données du Pew Center, j'ai découvert que les catholiques semblent être plus ouverts à la possibilité d'une vie extraterrestre par rapport aux autres traditions chrétiennes, a-t-il déclaré. Une découverte qu'il attribue au fait que l'Église a appris à ne pas combattre les découvertes scientifiques suite à l'affaire de Galilée. Mais certains catholiques sont convaincus que les croyants sur les ovnis entrent en conflit avec l'enseignement catholique. Moi, c'est exactement pour d'autres religions, c'est pareil. Hein. Le père capucin Thomas Winandy, ancien membre de la commission théologique internationale du Vatican et ancien chef du bureau des évêques américains chargé de faire respecter l'enseignement de l'Église, a soutenu que la découverte des créatures extraterrestres rationnelles falsifierait le christianisme. Hein. Il y a une espèce d'opposition, en fait, ce qui est marrant en lisant l'article, il y a une espèce d'opposition en fait entre à l'intérieur en fait des catholiques. Ça me fait penser un peu à l'opposition qu'il y a au sein du gouvernement américain. Là, il y a une espèce. En fait, les grandes institutions, il y a toujours des pour et des contre. Hein. Ça a toujours été dans toute l'histoire, hein, même l'histoire de la recherche scientifique, vous avez toujours des pour et des contre qui s'opposent. Hein. Alors, souvent, c'est une histoire de pouvoir. Hein. Par exemple, le père Winandy a déclaré au CNS que l'enseignement de l'Église souligne le Christ comme le souverain du cosmos, sous sa forme humaine, et que le récit sous-jacent de la Bible, centré sur l'humain, exclut la possibilité d'extraterrestres. Bah oui, parce que comme on dit, Dieu a fait l'homme à son image, hein, mais le problème c'est que si les extraterrestres ne ressemblent pas à des humains, ça va être compliqué. Et donc il va falloir peut-être changer de voie, hein, peut-être revoir certains textes. Tout a été écrit par Jésus et tout se résumera en lui, a déclaré le père Winandy. Cela me frappe qu'il n'y ait aucune place pour les extraterrestres dans cette compréhension de la primauté de Jésus en tant qu'homme. Si des affirmations comme celle de Roche étaient prouvées, je pense qu'en fin de compte, cela nierait le christianisme. Alors, il pense qu'il y a une négation du christianisme si on découvre des extraterrestres. Bah, je pense que pas. Monseigneur Balducci pensait au Vatican dans les années 2010, dans les années 2000, pensait tout simplement qu'il y avait des extraterrestres et que si un dieu a fait a créé des entités, même si c'est pas les mêmes, ça reste quand même la création de Dieu hein, pour le catholique. Donc on voit bien qu'il y a quand même sur l'aspect théologique, il y a quand même une opposition. Hein, on le voit bien. Alors c'est un débat qui peut être un peu plus complexe, hein, c'est lié à la théologie aussi, il y a un aspect philosophique, ça forcément. Donc, mais il faut absolument s'y intéresser parce que ça a un impact. Donc Daniel O'Connor, auteur du livre On Mind Bears Its Image et professeur de philosophie à Hudson Valley Community College de New York, affirme que certains rapports d'OVNI pourraient être le résultat d'opérations psychologiques ou avoir des origines démoniaques. Alors ça c'est assez effrayant, mais c'est assez effrayant. Les opérations psychologiques, il y en a eu au sein de l'ufologie. On en a parlé au sein de la CIA. Et là, c'est clair. Au sein de la CIA, il y a eu des opérations psychologiques. On a eu une opération psychologique, ça concernait des tests de prototypes dans les années 70, dans les années 60, dans les années 50, des tests de prototypes, et la CIA en a appris, donc j'en avais déjà parlé dans mon exposé auprès de l'afterficking. Dans l'afterficking, j'avais expliqué qu'il y a un document absolument déclassifié de la CIA qui avoue qu'il y a eu des opérations de désinformation pour faire passer des éléments conventionnels pour des ovnis, hein, des tests, en fait, tout simplement des tests d'appareils. Ça, c'est des opérations psychologiques, parce que si on influence un média sur la question, c'est une opération psychologique. Hein. Normalement, les opérations psychologiques sont interdites. Hein. Sont interdites maintenant sur le peuple même, mais là, j'y crois pas du tout. Je pense que s'il y a une opération psychologique qui peut être là actuellement activée, elle l'est. Hein. C'est ce que je disais dans un récent tweet. La CIA n'a
aucun scrupule pour arriver à ses fins. Là, normalement, c'est surveillé, mais on ne voit pas tout, en fin de compte, sans, bien sûr, prendre les théories du complot, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a à l'intérieur des services américains. On a bien même vu que les politiques n'étaient même pas au courant de ce qui se passait en interne. Donc, c'est quand même assez effrayant, mais c'est comme ça. Donc là, il prend une position en disant, personnelle, en disant que des origines démoniaques, ça, c'est parce qu'il doit être croyant. Donc dans chaque cas que j'ai examiné, je ne trouve pas un seul qui présente des preuves solides d'un phénomène qu'un démon ne pourrait pas facilement reproduire, a-t-il déclaré. Alors ça, c'est sa vision personnelle. O'Connor a noté que divers cultes liés aux ovnis, notamment le temple solaire et les portes du ciel, ont abouti à des suicides de masse. Alors j'en avais parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas je vous conseille d'aller voir tout ce qui vous avez en fait une vidéo en 2 parties qui est réservée en fait au folklore ufologique, et dans la deuxième partie je parle de l'ordre du temple solaire. C'est le suicide de masse qu'il y a eu en France, il y a eu en France, qui prenait en fait tout simplement tous les éléments ufologiques qu'il pouvait y avoir, donc l'idée que les extraterrestres en fait viennent sauver en fait les élus, si vous voulez, et en fait se sont suicidés et les portes du ciel bien sûr. Donc voilà, on aboutit à des suicides de masse. Chaque système de croyance et aux ovnis qu'il a examiné a-t-il conduit à quelque chose de manifestement sombre. Alors il y a effectivement, il y a des recherches de la part de certains ufologues sur l'aspect un peu sombre en fait du phénomène et où il nous emmène en fait tout simplement. Alors on va revenir, on va pas faire un débat là, mais on va revenir par exemple sur les travaux de Chansider, bien après en fait ces 2 premiers ouvrages où il est quand même parti après de quelque chose de Toto les boulons, et après il est parti vers quelque chose de plus inquiétant. Donc effectivement, si on prend en fait certains travaux, certaines visions de certains chercheurs, et puis les liens avec certaines personnes qui sont liées à l'ésotérisme, qui sont liées à l'occultisme, et ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Il y a des gens très connus dans l'ufologie, des grands noms de l'ufologie qui fréquentaient des gens qui faisaient de l'occultisme, et ça c'est absolument vrai, c'est tout à fait documenté. Après, s'il y a un aspect sombre, il y en a un aspect sombre, c'est peut-être l'interprétation de ceux qui en fait s'emparent du phénomène ovni et qui le rendent sombre. C'est l'exemple des sectes, en fait, tout simplement. Là, on voit le temple solaire et les portes du ciel. Bon, ils ont pris le sujet des ovnis, voilà, et ils l'ont rendu complètement obscur, tout simplement. Ça peut être tout simplement une interprétation humaine. Voilà. Donc, bien que l'Observatoire du Vatican n'étudie pas les ovnis, c'est vrai, frère Console Magno dit qu'on lui demande souvent ce qu'il pense du phénomène. Donc, CNS s'est joint à la file d'attente et l'a interrogé sur les affirmations de Grosch lorsqu'elles ont commencé à attirer l'attention des médias en juin. Bien que les caméras haute résolution des téléphones portables soient omniprésentes, nous n'avons pas la meilleure preuve de Bigfoot, du monstre du Loch Ness ou des ovnis, a-t-il déclaré. Je ne crois pas. Alors là, il ne croit pas. Il pense que les ovnis n'existent pas. Par contre, il s'interroge d'un point de vue éthique sur la venue en fait d'entités non humaines suite aux déclarations de David Grosch. Alors effectivement, l'Église se pose, on voit que l'Église se pose toujours la question. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà pour cet article. On va passer bien sûr à un autre article. Alors c'est un article vraiment passionnant. Ça vient de News Nation. C'est Julie Dupont qui nous l'avait bien sûr posté sur le Discord. Alors le Sénat a un plan de divulgation des ovnis. Voici ce qu'il contient. Alors effectivement, le Sénat a un plan écrit. Apparemment sur la divulgation du phénomène. Le président dispose de 90 jours pour former une commission d'examen indépendante. Les organismes gouvernementaux ont 300 jours pour remettre leur dossier sur les phénomènes. La commission dispose de 180 jours pour examiner les dossiers et de 14 jours pour rendre ses conclusions publiques. Donc il y a une obligation. Alors je ne sais pas si vous en rappelez, mais on l'avait dit déjà à plusieurs reprises, il y a une espèce d'obligation, si vous voulez, il y a une obligation de rendre des comptes. Ça, on l'avait dit dans plusieurs vidéos. L'article là, l'article est tout à fait récent. Il n'est pas vieux du tout. Donc là, ça nous dit que il y a une obligation. D'accord ? C'est une obligation, si vous voulez, c'est une sorte d'obligation contractuelle.
hein. Donc le Sénat a adopté un amendement qui forcerait, alors c'est un amendement qui forcerait les agences gouvernementales à remettre tous les enregistrements sur les ovnis. Vous vous rappelez la fameuse loi dans les 300 jours exigerait la divulgation de ces enregistrements au public, à moins qu'il y ait une raison impérieuse de les garder secrètes. Alors, une raison impérieuse de les garder secrètes, c'est confidentiel défense. Tout simplement, sécurité nationale. Donc on peut très bien tout mettre sur la sécurité nationale et dire, bah non, on vous le divulgue pas parce que c'est sécurité nationale et là, ils pourront rien faire. Qu'est-ce que la loi sur la divulgation? La loi de 2023 sur la divulgation a été adoptée dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale pour 2024. Ça sera 2024. Elle établit un calendrier, un processus pour traiter les signalements de phénomènes aériens, plus communément appelés OVNI. La loi met en place un processus pour divulguer des informations sur les OVNI et s'assurer que toute technologie récupérée appartienne au gouvernement. Alors, l'amendement a été adopté le mois même où une audience à la Chambre a eu lieu après que le lanceur d'alerte David Grush a présenté des allégations selon lesquelles le Pentagone a un programme de récupération d'OVNI qui a été tenu secret, à la fois au public et au Congrès. Quel renseignement du gouvernement doit-il fournir? Alors donc, la loi donne 300 jours aux agences gouvernementales pour remettre toute information sur les OVNI, y compris les dossiers, avec tout échantillon ou technologie qui pourrait avoir été récupéré. 9 fois les États-Unis ont sondé la question des extraterrestres, des OVNI. Est-ce qu'il y a des dossiers qui peuvent être tenus secrets? Le président est autorisé à reporter la divulgation de certains documents si la divulgation pose un risque pour la sécurité nationale. On vient d'en parler. Et de toute façon, il faut savoir que c'est bien le président des États-Unis, qui a la dernière signature. Ce n'est pas le Pentagone, ce n'est pas les services de renseignement, ce n'est pas le Congrès, ce n'est pas le Sénat. C'est le président qui signe ou qui ne signe pas. Alors forcément, le président est entouré de conseillers. On est d'accord? Président des États-Unis, comme un président français, il est entouré de conseillers. Tout dépend après le positionnement des conseillers sur la question. Et puis après, forcément, est-ce que le président a la capacité d'agir? Là, on connaît en fait le président des États-Unis. C'est vrai qu'il n'est pas très en forme. Donc, est-ce qu'il serait amené à signer un document comme ça? Possible. Donc, le président, je rappelle, donc le président est autorisé à reporter la divulgation de certains documents si la divulgation pose un risque pour la sécurité nationale. Donc, la loi exige que les dossiers remis à plus tard soient examinés périodiquement pour voir si il est sécuritaire de les déclassifier. Les dossiers reportés devront également avoir une raison écrite, non classifiée, pour le rapport qui sera accessible au public. Donc, à nous tous. Par exemple, déclarer un dossier contient les noms des personnes qui travaillent dans les renseignements. Bon, ça on peut l'anonymiser, il faut arrêter un petit peu avec ça. C'est très facile d'anonymiser un document. On va sur le site du GEPAN, on récupère des notes techniques, tout est anonymisé. Il n'y a rien de visible, il n'y a rien de personnel en fin de compte. Et qui pourrait être lésé sur leur identité et était connu. Que se passe-t-il si un organisme gouvernemental refuse de remettre des dossiers? On ignore comment la loi pourrait contraindre une agence gouvernementale à divulguer des documents qui ont été délibérément gardés à l'écart du Congrès. Excusez-moi. Qu'est-ce que le Conseil d'examen des documents des UAP? Alors que les organismes ont 300 jours pour recueillir et transmettre des renseignements, le président Joe Biden dispose de 90 jours à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Donc dès qu'elle est appliquée, pour former une commission d'examen indépendante. Donc là, il n'a pas le choix de le faire. Le conseil de 9 membres ne peut inclure aucune personne liée à la recherche et au programme existant des UAP et doit inclure au moins un agent de sécurité nationale, un fonctionnaire du service extérieur, un scientifique ou un ingénieur, un économiste, un historien professionnel et un sociologue. Une fois que les organismes ont remis tous leurs renseignements, la commission d'examen dispose de 180 jours pour enquêter et doit publier ses conclusions dans les 14 jours suivant la fin de l'enquête. Qu'est-ce qu'un domaine éminent et comment s'applique-t-il aux UAP? La loi établit également un domaine éminent sur toute technologie d'origine inconnue, ou les restes biologiques provenant de l'intelligence non humaine. Un domaine éminent permet au gouvernement de s'emparer d'une propriété privée pour le bien public. Alors, on l'avait vu ça dans une vidéo, je ne sais pas si vous vous en rappelez, on avait fait un UAP News et j'avais expliqué clairement qu'en fait s'il y a
si un ovni, en fait, tout simplement, enfin un phénomène aérien non conventionnel, etc., tombait dans votre jardin, ça appartenait à l'État. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitter et puis qui avait justement posé la question, je crois, à un membre du gouvernement. Il avait dit oui, mais s'il pose dans mon jardin, c'est à moi. Et puis certains lui ont répondu par rapport justement à ces textes, non, non, c'est pas à toi, ça appartient au gouvernement. Donc là, ça concerne les États-Unis, bien sûr. Hein. Donc voilà, donc un domaine imminent permet au gouvernement de s'emparer d'une propriété privée. On peut prendre votre maison. Hein, si l'objet il tombe dans votre jardin, le gouvernement il arrive, il prend votre maison, il prend tout le terrain et puis c'est fini. Donc en d'autres termes, si des extraterrestres atterrissent dans votre cour, vous ne pourrez pas les garder. Voilà. Alors c'est un peu sur l'humour, vous ne pourrez pas les garder. Donc le gouvernement a-t-il confirmé l'existence d'extraterrestres ? Qui a parrainé le projet de loi ? La loi bipartisane a été parrainée par Sens, Chuck Schumer et Mike Round dans le but d'apporter plus de transparence à un sujet qui a attiré l'attention du public, mais qui a souvent attiré le mépris et le ridicule. Bon, ça, on le sait. Le projet de loi s'inspire des efforts visant à déclassifier les dossiers concernant l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy. Qui paie cela ? Le projet de loi fait partie de la loi sur l'autorisation de la défense nationale et prévoit 20 millions de dollars pour l'exercice 2024, ce qui est peu. Entre-temps, le président reçoit l'ordre d'utiliser des fonds discrétionnaires pour couvrir tous les coûts. Les fameux fonds discrétionnaires, hein, c'est des espèces de caisses, des caisses privées, c'est des espèces de caisses privées où en fait des sous-commissions n'ont pas accès. Donc, que fait le gouvernement d'autre à propos des ovnis ? Alors que le Congrès pousse pour plus de divulgation sur les ovnis, la NASA a également annoncé un nouveau rôle dans l'agence, on l'a vu, directeur de recherche UAP, qui a été créé pour enquêter sur les phénomènes. On va aller sur une news justement par rapport à ça, mais ça va concerner la HARO. Vous allez voir, c'est étonnant. Qui a créé pour enquêter donc sur les phénomènes expliqués dans l'espoir de faire passer le sujet de la stigmatisation à la science. Ça, j'en avais déjà parlé. J'en avais parlé justement dans l'afterthinking à propos de mon exposé. Rendre l'objet scientifique, si vous voulez. Sortir de la stigmatisation aux petits hommes verts sous coupe volante et en faire un objet scientifique pour pouvoir étudier ce phénomène tout simplement. Donc le Pentagone a également lancé un nouveau site web pour collecter des rapports civils sur les ovnis. Voilà donc pour cet article fort intéressant. Véritablement. Alors c'est court mais c'est bien parce que ça permet en fait de resituer, de tout recentrer. C'est super synthétisé, moi je trouve que c'est super bien fait parce que c'est vraiment synthétisé. Voilà donc pour cette news tout à fait étonnante. Alors on va s'arrêter là tout de suite justement à la HARO et je voulais faire c'est Julie Dupont qui nous avait aussi donné ça et là j'ai pas vu ça, c'était passé au travers. Et donc, il y a une annonce de la HARO. Alors là, ça veut dire qu'ils ont des moyens, puisque je soulève effectivement le fait que la HARO a des crédits, et à mon avis, des crédits importants. Je m'explique. Voici donc cette annonce. Donc voilà, l'annonce nous dit « Nous recrutons des cadres initiaux pour soutenir le nouveau bureau de résolution des anomalies du domaine à HARO du ministère de la Défense. Ils iront là où la science les mènera, dans la recherche et l'analyse des phénomènes aériens inexpliqués. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter plus en détail de ces opportunités. » Donc, ils recherchent en fait tout simplement des cadres. Donc, c'est des cadres. Ils recherchent quand même des personnes à un certain niveau. Donc, ça veut dire quoi ? Cette toute dernière information veut dire que la HARO est en train de se structurer. La HARO est en train d'avoir des crédits. Alors, les crédits alloués, on en avait justement parlé, qu'il y aurait de toute façon de l'argent mis, justement, la responsable du docteur Kirkpatrick avait dit justement que de toute façon, il y aurait des moyens à allouer à l'effort d'études. Et donc, ce qui confirme tout simplement que la HARO est en train de grandir. Voilà, tout simplement. Donc,
Je pense pas qu'on se retrouve dans le genre du GEPAN au sein du CNES, donc ce qu'on appelle le bureau placard. Alors même si il y a un petit peu plus de moyens qu'avant, mais bon, ça reste quand même. Enfin, on doit être loin de la Haro en termes de moyens, hein. Là, c'est évident, ça doit être vraiment à côté une petite virgule, hein, à quelques zéros, mais là, à mon avis, on est sur du gros chiffre. Pourquoi? Parce qu'on recrute des cadres tout simplement pour gérer tout un service. Donc si si on prend des cadres, on embauche des cadres au sein du ministère de la Défense, c'est que il y a de l'argent. Et c'est qu'on veut structurer un service avec plusieurs peut-être divisions à l'intérieur, qui vont peut-être encore embaucher du monde derrière. Donc effectivement, là, on est loin de l'effort de guerre du GIPAN au sein du CNES. Là, on est vraiment au-dessus, hein. C'est un autre domaine et à mon avis, ça montre en tout cas qu'il y a des moyens mis en œuvre pour la Haro et ça ne sera pas un ingénieur, une secrétaire et un stagiaire. On est loin de ça. D'ailleurs, l'annonce, là, nous le prouve. Donc là, actuellement, ils embauchent. Donc ça veut dire que la Haro est en train là, de se structurer. Je pense que pour 2024, on devrait avoir déjà, l'entité devrait déjà être véritablement mieux structurée qu'elle ne l'est là aujourd'hui. Hein, parce que c'était un petit peu, on a vu sur différentes informations que c'était quand même un petit peu catastrophique. Hein, c'est clair, hein, c'était pas top du tout. Hein. Donc voilà pour cette petite information, c'est tout à fait intéressant. Alors on va aller sur une grosse information. Là, c'est une information qui nous vient de Public Substake. Alors c'est une information qui a défrayé la chronique. Je m'explique. Il s'agit en fait d'une équipe de journalistes à l'heure de Michael Schenberger, de Andrew Moar, excusez-moi, et Fob et Smith Fob. Voilà, donc je trouve que cet article est vraiment intéressant. Vous allez voir, et d'ailleurs il a défrayé la chronique, il est même passé d'ailleurs dans un média comme The Hill, voilà, sur YouTube. D'ailleurs on verra tout de suite tout à l'heure, là on verra l'intervention donc du fameux journaliste. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce journaliste? Il nous dit des dizaines de lanceurs d'alerte gouvernementaux sur les ovnis ont témoigné devant le Congrès. Ah, voilà, le Pentagone et les inspecteurs généraux, selon des sources d'Ozone. Donc voilà. Alors, malgré le nombre croissant des lanceurs d'alerte sur les ovnis, les dirigeants de la communauté militaire du renseignement s'opposent à une plus grande divulgation. Là, c'est clair. Alors, en août, peu de temps après que le lanceur d'alerte du gouvernement américain sur les ovnis David Grosh ait témoigné devant le Congrès sur les accidents des vaisseaux spatiaux et des produits biologiques, c'est vrai, qu'il avait parlé de produits biologiques, de nombreux observateurs se sont demandé quelle crédibilité accorder à son témoignage. Effectivement, moi aussi, je me suis posé la question sur la crédibilité de son témoignage, surtout par rapport à Fravor et Graves. Ça, vous le savez si vous allez regarder les vidéos. J'ai un traitement différent avec Fravor et Graves qu'avec David Grosh, en fait, tout simplement. Donc j'accorde plus de crédit en fait au pilote qu'au dire de David Grosh parce que ce sont que des allégations, encore une fois. Donc voilà. Alors après tout, Grosh n'est qu'un seul individu, c'est vrai. Les deux autres personnes qui ont témoigné devant le Congrès étaient d'anciens pilotes de la marine qui ont déclaré n'avoir aucune preuve d'un programme. Eux, ils n'avaient pas de preuve d'un programme gouvernemental visant à récupérer et à procéder de l'ingénierie inverse d'engins spatiaux d'origine exotique, et apparemment non humaine. Mais au moins 30 autres lanceurs d'alerte travaillant pour le gouvernement fédéral ou pour des sous-traitants du gouvernement ont témoigné ou fait des divulgations protégées au bureau de l'inspecteur général de la communauté, hein, le fameux ICIG, hein, on en a beaucoup parlé, à l'inspecteur général du ministère de la Défense, et au Congrès au cours des derniers mois selon plusieurs sources interrogées par Public. Lorsqu'on lui a dit que des lanceurs d'alerte s'étaient manifestés pour partager des informations similaires à celles partagées par Grosh avec le Congrès, Mick West, un éminent sceptique à l'égard des ovnis, a déclaré « Ce serait très intéressant. Vous savez, plus il y a de personnes qui disent la même chose de manière indépendante, plus il est probable que ce soit vrai. » Alors là, c'est Mick West qui le dit. Hein. On connaît très bien Mick West, qui considère que les ovnis, ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister. Mais là,
c'est vrai qu'il commence un petit peu, Mick West, il commence un petit peu à changer un petit peu de langage, hein, comme on va dire, il commence à s'adoucir. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'éléments, tout simplement. Donc, à un moment, il faut quand même savoir se remettre en question un petit peu. Et pourtant, l'inspecteur général de la communauté du renseignement, Thomas Heimenem, a semblé nier. On s'en rappelle, j'avais parlé de la lettre du Congrès lors dans un UAP News, le 15 septembre, dans une lettre au Congrès, que son bureau enquêtait sur ces allégations. Monen a déclaré que son bureau n'a mené aucune audit, on l'avait vu, inspection, évaluation ou examen des prétendus programmes UAP relevant de l'autorité des responsables du DNI qui permettrait une réponse complète. Mais la façon dont Monem a formulé sa réponse suggère qu'il a donné une certaine marge de manœuvre. C'est vrai, on l'avait vu, c'est Matthew Payne, oui, un analyste des renseignements, qui a noté la semaine dernière que la taxonomie officielle des activités de l'inspecteur général comprend les audits, les enquêtes, les inspections et les examens. Est-il curieux qu'une enquête ne soit pas refusée? C'est vrai que c'est étonnant parce que normalement, les prérogatives de l'inspecteur général, c'est de faire des enquêtes, hein, des audits, etc. Là, il n'en fait pas. Donc, c'est pour ça que j'expliquais, c'est ambigu, c'est contradictoire entre le travail que doit faire l'inspecteur général et ça. La division des enquêtes est structurellement distincte des divisions d'audit et d'inspection d'évaluation. Le fait que des dizaines de lanceurs d'alerte se soient manifestés ne constitue pas une preuve de vie extraterrestre, c'est vrai, ni d'une conspiration gouvernementale visant à dissimuler un programme de récupération ou d'ingénierie inverse. Et tous les lanceurs d'alerte ne signalent peut-être pas des preuves de phénomène. Certains peuvent simplement signaler un comportement illégal, au contraire à l'éthique liée au programme UAP. Oui, mais ça concerne toujours les UAP en fin de compte. Mais les sources qui ont demandé à rester anonymes, et sont toutes en mesure de le savoir, ont déclaré au public qu'en plus des lanceurs d'alerte signalant des actes répréhensibles, entre 30 et 50 employés ou sous-traitants du gouvernement se sont adressés au bureau de résolution des anomalies, l'ARO. Donc apparemment, ils auraient rencontré Kirkpatrick. Certains témoins lanceurs d'alerte s'adressent directement à l'ARO, d'autres au DOD, d'autres à l'ICIG, donc département de la Défense, inspecteur général, et d'autres au Congrès. Donc en fait, c'est... il y a en fait sur les 30 ou 50, parce qu'en fait on ne sait pas si c'est 30 ou 50, ça me paraît un peu flou ça par contre, chacun en fait a décidé qui il allait témoigner, hein, selon en fait tout simplement la confiance qu'il a dans le service. Donc d'autres n'ont pas confiance en la Haro, ça on l'avait déjà vu. D'autres n'ont pas confiance en DOD, donc ils vont plutôt aller au Congrès. D'autres ont plus confiance en DOD, ils vont pas aller au Congrès. Enfin bref, tout est une question de position en fait personnelle sur la question. Donc voilà, donc a déclaré Nick Pope, un expert du AP qui a travaillé sur la question du ministère de la Défense britannique. Beaucoup se demandent si Grush et d'autres lanceurs d'alerte ou témoins de l'UAP pourraient faire partie d'une campagne de désinformation du gouvernement américain. Ah, il y a quand même quelque chose qu'il faut se poser. J'ai un doute sur la totalité entre les 30 ou 50 personnes. J'ai un doute qu'à l'intérieur, il n'y ait pas au moins 2-3 agents déstabilisateurs. Alors provenant soit du Pentagone, formés par le Pentagone, ou directement par la CIA. Je doute que toutes ces personnes soient sincères. Il faut bien un moment déstabiliser un événement comme ça. Il faut bien un moment créer en fait une espèce d'opération psychologique visant à interférer les dires des autres. Vous savez, c'est un peu l'histoire que j'ai racontée en ce qui concerne l'audience au Congrès, où je disais, après tout, David Fravor et Ryan Graves sont peut-être noyautés ou déstabilisés par les dires de Grosh qui est au milieu. Et en fait, tout simplement, que c'est tellement fantastique, je l'avais dit, c'était tellement incroyable que ça balaye complètement ce que peuvent dire David Fravor et Ryan Graves. On peut évoquer ça, c'est tout à fait possible. Alors pour l'instant, on n'en a pas les preuves, mais effectivement, j'ai un doute, par exemple, sur les 30 ou 50 personnes, qu'il n'y ait pas 2-3 agents, 3 taupes, enfin, on va dire, à l'intérieur. Donc un ancien officier du renseignement de la Air Force, travaillant à la base aérienne de Kirtland dans les années 80, jusqu'à la première décennie de ce siècle, a admis aux journalistes britanniques, Mark Pilkington et à d'autres, qu'il avait diffusé de la désinformation sur les ovnis dans le but d'induire en erreur les enquêteurs civils sur les ovnis afin de mettre en place des programmes militaires américains ainsi que des programmes technologiques non humains. Alors là, c'est assez
C'est assez étonnant parce que effectivement, il y a une opération de désinformation. Il y a eu une opération de désinformation puisqu'un ancien agent a avoué qu'il y avait une opération de désinformation. C'est un classique. Mais effectivement, là, au lieu de pour couvrir des programmes militaires, ça on l'a vu par exemple dans le rapport donc datant de 1974 des années 70, donc qui a été déclassifié par la CIA, qui en fait confirmait des opérations des opérations psychologiques pour couvrir effectivement l'utilisation de prototypes. Effectivement. Mais là, ça va un petit peu plus loin, parce que là, c'est programmes militaires américains ainsi que des programmes de technologie non humains. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose de non humain là-dedans. Mais les experts interrogés par Public affirment qu'il est trop probable que les personnes menant une campagne de désinformation le fassent par l'intermédiaire du bureau de l'inspecteur général, car cela met les individus en danger. Effectivement, ça c'est vrai. Considérant le contexte plus large, qu'il inclut les allégations de Grosh, les rapports antérieurs du Public et la législation extraordinaire qui est en cours d'adoption au Congrès, a déclaré Marik von Rennenkampf, une ancienne personne nommée par le Pentagone sous l'administration d'Obama. J'ai du mal à croire qu'un tel de nombreuses personnes s'exposeraient à des risques juridiques importants en mentant délibérément. Ça, c'est clair. Donc, aux inspecteurs généraux. C'est vrai que ça ferait beaucoup de menteurs, hein, tout simplement. J'ai du mal à croire. J'ai du mal à croire à ça, personnellement. J'ai du mal à croire à ça, tout simplement tout simplement que ça serait un peu gros et puis ça serait dangereux pour eux en termes de métier. Le fait de donner sciemment un faux témoignage à l'inspecteur général est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 $ à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, ou les deux, s'il est reconnu coupable d'avoir menti au Congrès. Grosh risque jusqu'à 5 ans de prison. Eh oui, c'est vrai. Dans le même temps, l'histoire des campagnes de désinformation gouvernementale, passées en général, et en ce qui concerne spécifiquement les phénomènes, implique un mélange d'informations exactes et d'informations inexactes. C'est vrai. Dans l'histoire de l'ufologie, dans le traitement gouvernemental des phénomènes aériens non conventionnels aux États-Unis, il y a dans les projets l'insération de vrai et de faux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la prolifération d'informations toxiques. Il y a des services de prolifération qui sont en fait formés pour ça, qui sont organisés pour injecter, si vous voulez, des faux éléments visant à déstabiliser les vrais éléments. C'est créer en fait ce qu'on appelle l'effet brouillard. Et ça en fait, ça guide les enquêteurs vers des voies qu'ils n'arriveront pas à explorer, ou ils auront soit à faire un mur, ou soit ils partiront dans des voies qui n'ont plus aucune implication en fait. Voilà, sur la recherche. Donc, ce qui rend difficile, voire impossible, de comprendre avec confiance la signification des éléments fondamentaux de la politique de désinformation concernant le phénomène. Cette réalité est la nécessité d'empêcher les responsables gouvernementaux d'induire délibérément en erreur les journalistes, les décideurs politiques, le public, rend essentielle une des plus grandes transparences et une plus grande divulgation, conviennent à la fois les sceptiques et les croyants sur les ovnis. En fait, tout le monde s'accorde. En fin de compte, que ce soit les sceptiques et les croyants, on s'accorde tous. Il faut des éléments. Il faut une divulgation. Parce que s'il n'y a rien derrière, d'accord, il n'y a rien derrière. On a divulgué, on a apporté les preuves, on a apporté les éléments, il n'y a rien derrière. Tout le monde est d'accord entre sceptiques et croyants. Et si on apporte des éléments probants de phénomènes relevant d'éléments non humains, les sceptiques et les croyants s'accordent aussi. On est tous d'accord sur la même chose. En disant, ok, vous avez raison, et l'autre il dira, non, vous avez raison. Donc quelque part, ça sera peut-être la grande entente entre les sceptiques et les croyants. Donc soit des dizaines de responsables hautement qualifiés sont en proie à une illusion bizarre et persistante, soit ils sont conscients des participants à une tromperie psychologique à grande échelle et à longue durée, a déclaré Pines. Soit-il relais des informations factuelles sur des programmes secrets extraordinaires. West a déclaré, donc ça doit être Mick West, je peux comprendre pourquoi les gens pensent que l'ufologie est frivole et un gaspillage d'argent du gouvernement. Et nous ne devrions pas nous pencher sur cette question. Mais ils ne pensent pas que nous ne devrions pas divulguer des informations secrètes sur un vaisseau extraterrestre écrasé. Vous savez, quelque chose que tout le monde veut voir. Donc, réclamation extraordinaire. Alors,
Les témoignages comprennent des rapports de première main, de seconde main apparemment, sur des programmes de récupération d'accidents et d'ingénierie inverse mis en œuvre par le gouvernement américain, russe et chinois. Tiens. Les tests de matériaux obtenus à partir d'embarcations récupérées, les opérations gouvernementales de désinformation actives et en cours. Je doute personnellement, et je trouve qu'il y a une ambiguïté, parce que je doute qu'ils avouent encore là, ils avaient déjà avoué avoir fait des opérations psyop, mais il faut savoir que je l'expliquais, les opérations psychologiques sont interdites sur le peuple américain. Ils ne doivent plus le faire depuis maintenant. C'est une loi qui était passée, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de. Ils ont le droit de faire des opérations psychologiques sur le terrain géostratégique, géomondial, etc. Mais ils n'ont plus le droit de le faire sur leur propre peuple. Donc j'ai un doute qu'ils divulguent en fait encore avoir fait des opérations psychologiques après 1980 par exemple. J'ai un doute. Mais auquel cas, ça serait condamnable. Ça serait condamnable. C'est-à-dire que les organismes, les institutions, les services seraient condamnables. En fait, tout simplement, qui seraient mis au banc des accusés devant le Congrès en disant vous avez encore manipulé le peuple américain. Donc j'ai un doute qu'ils donnent les éléments sur cette question. Je pense qu'à mon avis, ils les donneront jamais. Donc, on en revient à ça. Donc, les opérations gouvernementales donc de désinformation, actives en cours, actions militaires, cinétiques avec les PAN, contact et collaboration avec l'intelligence non humaine, et la rétro-ingénierie réussie d'un engin en forme de triangle doté d'une propulsion non conventionnelle. Voici donc cet article impressionnant, je dois dire, qui a fait l'effet d'une bombe sur la toile. Donc on va écouter rapidement ce monsieur, ce journaliste. Author of the public Substack, Michael Schellenberger, joins us now to discuss. Michael, welcome to the program. Thanks for having me. So, Michael, this is garnering a lot of attention. We're hearing from more and more whistleblowers. Do you think this is going to lead for the government, the Pentagon in particular, to be more transparent on what they actually do know and how long they've maintained this information réellement et combien de temps ils ont conservé ces informations publiques. J'espère, je pense que c'est la raison des très grandes questions. Je veux dire que je pense qu'il est important de souligner après les témoignages de Grosch en juillet que les gens s'appuient sur des témoignages de seconde main. Nous avons eu des rapports provenant de plusieurs sources, y compris des personnes qui ont un contact direct avec ces programmes. Moi, j'aimerais bien avoir la liste de personnes nous disant qu'en effet, beaucoup d'affirmations de la Russie ont des engins récupérés. Multiples possibilités. Je suis moi-même agnostique. Ils ne pensent pas que ce soit quand même une contagion sociale, une sorte d'effet de l'inconscient humain qui affecte particulièrement les gens du renseignement militaire. Ce n'est pas inconcevable. Ce qui est si étrange cependant, c'est que le niveau de secret a augmenté ces derniers mois. Les personnes principales qui demandent ce type, nommé John Greenwald, vous savez qu'après l'audience, John Greenwald demande toujours des documents FOIA. Tous ces engins récupérés dans les bases spécifiques chez les entrepreneurs militaires, il ne serait pas un SCIF ou une sorte d'installation compartimentée sécurisée. Ah bah oui, c'est les fameux compartiments confidentiels défense. Certaines d'entre elles nous disent le secrétaire de la Défense, d'autres commencent à se rapprocher, essayer fondamentalement de vous opposer un amendement par le chef de la majorité. Ah oui, c'est le fameux amendement, donc l'amendement Schumer, ayant la récupération des matériaux. There is supposed to be congressional oversight of secret weapons programs. So the level of secrecy
that we're seeing, I think, is really unusual and concerning. Pour lui, c'est inhabituel ce qui se especially or passe quand including même. if it's just a social contagion. Michael, can you tell us a little bit more about how we know that there are these 30 additional whistleblowers and what, if 30 anything, we lanceurs know about d'alerte donc who they are, supplémentaires. where they work, what kind of security access they have, and what they might have been Ils travaillent dans quel privy type de to, and domaine, accès potentially even sécurité. the nature of what Enfin, they've qui been sont ces gens en fin de compte disclosing? Sure, qui and ont I should divulgué. say that I don't have a firm count, and really Il n'a pas de what chiffre we're able to précis. say are dozens. Ce These sont are des all dizaines, ce individuals sont des in the individus du government gouvernement or qui working travaillent for military contractors. pour des These are all people sous-traitants, in the know. soit pour le I gouvernement, actually soit had more pour des sources sous-traitants on this militaires. story than I had on my previous story, so I feel very confident Il est that très confiant these people that are telling me this sur ces gens believe that they're telling qui me lui the disent en fait truth. la vérité. I don't think it's that surprising really that there's this many people if you consider Pour lui, c'est that pas surprenant this has qu'il y ait been autant an de issue monde. that's been going on for 75 years and Parce que people le have not phénomène, had a le problème place dure to depuis go to share 75 this ans. information. Et que les And so gens sometimes when people ask me, there's a lot of people that rightly wonder why is this considèrent qu'il happening faut en now? fait And tout maybe they're using simplement this to cover up the partager. Hunter Biden laptop or something like that, which Ils ne is comprennent plus obviously an pourquoi on issue. partage I'm also pas les concerned with informations depuis tant de temps, quoi. part of the answer is this internal process Une partie de within la the federal réponse government est where ces they've processus established internes au sein these du gouvernement special fédéral protections for whistleblowers to où come ils ont forward on établi des this protections issue. spéciales pour les lanceurs d'alerte. As you know, the C'est pour ça d'ailleurs Inspector qu'il y a en General fait is the office des lanceurs in d'alerte different qui se federal, manifestent auprès de l'inspecteur agencies général that ou is du a DOD place where ou you de are l'ARO. supposed to be able to go and not C'est fear grâce à ça, reprisal. à cette The loi en fait, reality tout is simplement. often there is consequences for people going to those departments, but nonetheless it's La supposed to réalité, c'est qu'il y a eu be des conséquences pour les gens qui ont témoigné. You know, Cher Michael, when he read the response Donc from là, the il parle Inspector General of the de Intelligence conséquences sur les gens. Community, a guy named Thomas A. Monheim, it was a very strange. Il parle de la lettre de l'inspecteur général qui était très étrange, qu'on a commenté déjà, que je trouvais absolument lunaire. Très étrange, et il a fallu que je me remette aussi en question par rapport au décryptage de cette lettre. Donc lui, il est sûr qu'ils enquêtent actuellement. Alors que Monheim dit non, quoi. Enfin, dit plus ou moins non. Donc lui, c'est clair, ils enquêtent sur la question. À 100%. Donc ils enquêtent bien sur le cas de Grosh. Donc des autres lanceurs d'alerte. Ils sont censés superviser les programmes d'armement par le Congrès. Oui, c'est vrai, ils doivent prévenir le Congrès. Il parle du programme, le fameux programme Star Wars de Ronald Reagan, des défenses aussi, d'initiatives stratégiques. Stratégie contre la Russie. America does a pretty good job with checks and balances, and we do have a process in place. We have multiple places that these guys can go. It's not just, as we mentioned in the piece, c'est vraiment passionnant ce qu'il dit, hein. Parce qu'il atteste. Hein. And any whistleblowers listening to this should know this. You can go right to Congress, and then they can also go to this DoD office. Although many of the people I spoke with did not have a lot of confidence that they were doing a serious investigation. Ouais, donc il est confiant qu'il mène une enquête sérieuse sur la question. Là, on ne sait pas si des enquêtes sérieuses sont menées par la HARO, par le DOD, par l'inspecteur général. Alors il pense aussi à qu'il est possible qu'il y ait des tests en fait de nouvelles technologies révolutionnaires, comme sur un engin antigravitationnel de type triangulaire. Yeah, I mean, I think that's a really legitimate argument because there have been efforts in the past, and we noted in the piece a very famous incident where the Air Force Intelligence Service actually spread disinformation to UFO Ah oui, il parle de la désinformation qui a été diffusée aux passionnés d'OVNI suite à un cas célèbre. Bon, je pense que c'est le crash de Roswell. Il pense que c'est irresponsable en fait.
de tout cacher, quoi. Mais il pense aussi que c'est responsable de faire tout garder aux gens à l'intérieur des services parce que les gens craquent à un moment donné. Ils ont envie de parler. That sort of activities are not supposed to be engaged in by U.S. intelligence anymore against the American people. They're not supposed to be engaged in that sort of Alors, deception. voilà, il parle des opérations psyops et de désinformation qui sont normalement amenées à ne pas être utilisées contre le peuple américain ou sur le peuple américain. Ça, j'ai un doute quand même. Greenhouse gases, that's massive. That would be a technology that you would want to spill out of the DoD. Donc c'est une technologie, il parle justement d'une technologie possible, technologie révolutionnaire. Alors cette technologie révolutionnaire, elle serait peut-être en fait tout simplement une technologie basée sur un engin qui n'appartient pas ici. Tout à fait possible. I have not gotten the sense from anybody I've spoken to that we have mastered those propulsion techniques, although there was some. I did speak to one person that did see one of these famous triangles. Alors il y a une personne qui a vu le triangle voler. Il savait pas si c'était un vaisseau du gouvernement américain ou si c'était à partir d'une autre intelligence. Donc beaucoup de mystères l'attendent. C'est une question énorme. Voilà, donc je mettrai le lien de The Hill, cette vidéo absolument passionnante. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet article pour finir l'UAP News? Je pense que il y a, par rapport à tout maintenant ce qu'il y a, par rapport à ce qui se passe actuellement, je pense qu'il y aurait une part de divulgation, mais j'ai la certitude que vous n'aurez pas tout. Je me répète encore une fois, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, vous n'aurez pas tous les éléments qu'on vous a dit. Ça, c'est évident. Je pense que il vient d'avoir un poids médiatique important, un poids sociologique important. C'est le documentaire Encounter, produit par Imblind, la société de Steven Spielberg, ainsi que d'autres sociétés. Le documentaire là, en 4 parties, enfin la série en 4 parties, elle aura un poids aussi par rapport à cela, surtout par rapport en fait au premier documentaire. On aura l'occasion de revenir sur cette série parce qu'on va pouvoir un peu la décrypter en vidéo. On fera un petit décryptage de la vidéo, de ce qu'on en pense, voilà, ce que j'en pense, et puis vous pourrez très bien commenter aussi en commentaire ce que vous en pensez sur la chaîne YouTube. Mais je pense que tout ça en fait, entre ça, les divulgations, l'aspect médiatique, l'aspect sociologique, l'impact que peut avoir un tel documentaire, assez traité plutôt sérieusement, je pense qu'à mon avis, on aura une partie des éléments, une partie de la loi sera peut-être adoptée, mais pas la loi toute complète, parce qu'une partie est réservée à la sécurité défense, sécurité nationale, confidentielle défense. Donc vous n'aurez pas ce que beaucoup rêvent, vous ne l'aurez pas. Par contre, effectivement, si on rassemble toutes les données, si on les entrecroise, si on prend tous les faisceaux, on les met ensemble, sans trop les mélanger, mais on les compartimente bien et on analyse en fait les liens qu'il y a entre eux, il va y avoir effectivement probablement des éléments affirmant l'existence de faits, hein, mais ça sera juste ça. Et d'ailleurs, dans le premier documentaire Encounter, justement, on le dit, hein, la personne le dit. Il faut juste te dire que ça existe et qu'on va enquêter dessus. Et que ça vient peut-être d'ailleurs. Mais il faut juste dire ça. Et je pense qu'à mon avis, on va en arriver là. Alors, à moins que tout tombe, que ça fasse vraiment un plouf général et que tout tombe, ils mettent tout en fait, sécurité défense, compartiment sécurisé. Et là, il n'y aura pas d'accès public, et là, on n'aura rien. On aura toujours la HARO qui va récupérer les informations, etc., etc., mais vous n'aurez rien. Donc, je ne sais pas ce que va devenir en fait cette histoire. Mais en tout cas, ce qui se passe par rapport à ces dernières informations aux États-Unis, par rapport à le réveil de l'Église sur la question, par rapport à l'aspect médiatique d'un tel documentaire, Encounter, par rapport aux allégations et aux investigations des journalistes, comme là sur le site public,
Par rapport à la structure, aux moyens qu'on met, par exemple, dans un service comme la Haro, on ne fait pas ça pour rien. On ne fait pas ça pour rien. Et la Haro n'embauche pas pour rien. On n'embauche pas pour aller étudier des météores, pour aller voir si c'est des météores qui tombent ou si c'est la planète Vénus. Hein. On est d'accord. Si la NASA enquête et fait un rapport et va commencer à structurer tout un service, tout un département lié aux UAP avec un directeur de recherche, c'est pas non plus pour des météores, la planète Vénus ou des rentrées atmosphériques. Hein. C'est pas pour ça. C'est bien pour un phénomène bien précis. Donc, effectivement, il faut suivre absolument ce qui va se passer là aux États-Unis, qui aura des répercussions sur l'Europe, pour peut-être le reste du monde, je ne sais pas. Mais ces informations sont extrêmement importantes. Il faut vraiment bien les noter. Il ne faut pas rentrer non plus dans les interprétations. Il ne faut pas être trop hâtif sur la question. Vous pourriez d'ailleurs être très déçu. En tout cas, on a là véritablement des sources, on a vraiment là du grain à moudre, il y a vraiment là de la matière. Alors là, on disait qu'on n'avait pas de matière, là je reviens là-dessus, mais là on a de la matière, voilà, on a de la matière. Et même Mick West est en train quand même de revoir un petit peu sa copie, ce qui est tout à fait intéressant sur la question. Donc voilà pour cette dernières informations. Eh bien, je vous dis à bientôt et puis à la prochaine, bien sûr, pour un prochain UAP News. Ciao, bye.